C'est une histoire un peu longue. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la question des images faites clandestinement dans les camps. C'est mon 4e film sur cette question. Le premier, c'était un portrait du peintre résistant, communiste et juif français Boris Staslitsky, qui j'ai fait dans les années au début des années 2000, alors qu'il avait 90 ans. Et Boris avait été déporté à Buchenwald et avait fait une œuvre clandestine à Buchenwald. Il en avait rapporté à peu près entre 150 et 200 dessins de son œuvre clandestine. Voilà. Et donc j'avais fait un film sur, d'ailleurs pas que sur la période de la déportation, sur toute sa vie, parce qu'il avait une vie extraordinaire. Il avait été formé par Aragon, enfin, il avait participé au Front populaire. Il avait été au cœur de la vie parnassienne, il connaissait Picasso, Giacometti, enfin bon, c'est quelqu'un qui avait une carrière, enfin une vie extraordinaire. Voilà. Et puis Boris m'avait dit à la fin du film, on était une vingtaine à Buchenwald à faire des dessins clandestins. Donc j'ai fait un second film sur les peintres incarcérés à Buchenwald ou déportés à Buchenwald qui ont fait une œuvre clandestine. En fait, ils étaient plus de 20, ils étaient entre 30 et 40 à avoir fait une œuvre clandestine, mais Boris, évidemment, ne les connaissait pas tous. Des Allemands aussi, parce que les premiers prisonniers de Buchenwald avaient été des Allemands communistes, des opposants à Hitler. Voilà, donc ça c'était mon deuxième film. Et ces deux films étaient pour la télévision. Et en particulier le deuxième qui s'appelle Quand nos yeux sont fermés, qui était sur un poème d'Aragon fait à partir des souvenirs de Boris en rentrant des camps. Le poème d'Aragon s'appelait Chanson pour oublier Dachau, d'Arao. Une des strophes, c'est Quand tes yeux sont fermés, quelles sont les images qui viennent à ton esprit, enfin, quelque chose comme ça. Donc j'avais essayé de travailler sur cette question de quelle image on a des camps, nous, et avec quel type qu'est-ce qu'on a vu comme image et comment on se figure, on se fabrique un imaginaire de ce qu'était la déportation. Et donc tout le sens de mon travail est là-dessus, c'est de se dire, en fait, nos imaginaires sont faits par soit les photos faites par les SS, soit les photos faites par les armées de libération et les journalistes qui les accompagnaient, mais qui étaient des images très particulières, parce qu'elles sont faites en 1945, elles sont faites à la libération des camps, elles sont faites dans des buts de guerre, pour préparer des procès. Elles sont faites par des jeunes gens qui souvent découvrent des mondes inouïs, évidemment les GI ou les photographes, évidemment que personne n'avait jamais vu d'ailleurs. Mais on voit aussi leur saisissement dans ces photos. Et dans ces photos, dans ces films, et y compris dans ces dessins, parce qu'il y avait des dessinateurs qui accompagnaient les armées. Bref, après, Quand nos yeux sont fermés, j'étais assez frustré. C'est un film que j'ai fait en 3 mois, assez rapidement, c'était en 2005. Et donc j'ai voulu faire un film plus général de cinéma, donc en prenant le temps de le faire, sur les peintres, les artistes, les dessinateurs qui avaient fait une œuvre clandestine dans l'ensemble des camps nazis, donc ce qu'on appelle camps de concentration et camps d'extermination. Donc j'ai mis du temps à le faire et ça a donné ce film qui s'appelle Parce que j'étais peintre, qui est sorti en 2014 en France et dans d'autres pays, au cinéma. Donc, a fait aussi pas mal de festivals. Et à l'époque, j'avais déjà rencontré les photos, c'est-à-dire les photos dont il est question dans Un pas aveugle. Donc Un pas aveugle, c'est sur les photographes clandestins. Donc c'est un peu pour moi un diptyque. Il y a une première partie, c'est sur les dessins. Une deuxième partie, c'est sur les photos clandestines, à chaque fois. Donc j'avais rencontré ces photos et puis j'avais eu un peu la sensation qu'il ne fallait pas les intégrer parce que la question du dessin et de la photographie n'est pas la même. Un dessin, il faut avoir vu pour dessiner, mais je ne suis pas obligé d'être devant le sujet que je dessine pour dessiner. C'est-à-dire que je peux remarquer, par exemple, je peux assister, comme ça a été le cas souvent, à une pendaison, et de mémoire, dessiner cette pendaison le soir dans le bloc, en fait. Alors que la photo, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de regarder pour prendre une photo. Je peux faire une photo en fermant les yeux. Par contre, il faut être là physiquement pour faire la photo. Et dans ce croisement, je me suis dit, voilà, il y a un second film à faire. Après, parce que j'étais peintre, je n'avais pas forcément le projet de faire un film après. Et c'est en ayant cette idée, donc, dessin, je regarde, mais je ne suis pas forcément là devant le sujet quand je fais mon œuvre, alors que la photo, c'est le contraire. Je ne suis pas obligé de regarder, mais il faut être là physiquement. Donc sur cette dimension physique de la photo, je me suis dit, il y a un film à faire.
À partir du moment où je voulais faire un film sur l'acte photographique autant que sur l'image, il fallait retrouver le temps de cet acte d'une certaine façon, en tout cas les traces de cet acte, donc aller sur place, dans les endroits où les photos ont été faites, essayer de retrouver les emplacements du photographe, les angles de prise de vue. Donc ça, dans le film, j'utilise plusieurs procédés pour ça. Par exemple, je reproduis les photos en transparence et on va essayer de regarder comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est très troublant parce que ça crée des espèces de fantômes comme ça qui arrivent dans le présent de l'image, dans le présent de l'enquête. En fait, il y a le passé qui vient hanter le présent et c'est très émouvant. Moi, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien d'ailleurs, d'une certaine façon. Voilà. Donc il fallait faire un film physique en fait, c'est ça qui m'importait, c'est pour ça qu'on me voit moi en personnage, un peu aller en personnage enquêteur, aller sur place, parce qu'il fallait vraiment ramener ce film à une dimension humaine, une dimension fragile, voilà. Alors après sur la question de la parole, c'est un film sur les images, donc en fait ce qui m'a intéressé à faire, c'est de faire une vraie enquête, donc il y a une vraie enquête qui intéresse d'ailleurs les historiens avec lesquels je travaille, donc je ne suis pas en position de, comment dire, d'intervieweur avec les historiens, je sais des choses sur ces images, je viens confronter le savoir que j'ai sur ces images au savoir qu'ils ont sur les camps et ensemble on fait une recherche en fait. Donc les paroles, elles sont là-dessus, elles sont sur ces recherches-là, mais il fallait convoquer le spectateur d'une certaine façon pour chercher avec nous. En fait. Et ça, il faut laisser une place au spectateur. Et pour lui laisser une place, il faut laisser du temps. Il faut du temps, il faut que le spectateur ait envie de venir avec nous, envie de chercher avec nous. Et d'une certaine façon, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui me dit mais dans telle photo, il y a tel truc dont tu ne parles pas dans ton film, alors que moi je l'ai vu, pourquoi tu n'en parles pas? Je dis bah, c'est super, parce que si tu l'as vu, c'est-à-dire que tu as participé avec nous d'une recherche et tu étais un spectateur actif d'une certaine façon, au lieu d'être un spectateur passif. Voilà. Donc c'était ça un peu le but. Après, j'ai aussi eu l'intuition très tôt, j'en étais pas très sûr, mais qu'il ne fallait pas de voix off. Dans mes films, il n'y a pas de voix off en général, et quand il y en a une, elle est très écrite, enfin j'essaye d'en faire un objet littéraire et pas un objet de commentaire, disons, donc il n'y a pas de commentaire. Par contre, il fallait donner des faits, et donc j'ai eu très tôt l'intuition de mettre des cartons dans le film. Donc le film est ponctué comme ça de cartons, d'intertitres, on peut dire autrement, qui donnent des faits. Voilà, tant de morts là, le camp était comme ça, etc. Ce qui fait que ça, d'abord, ça ancre ces faits dans la matière même du film, comme un peu sur un monument, comme si c'est gravé sur un monument. Pour moi, il y avait un peu cette idée-là, en fait, comme si c'est quelque chose qui est gravé comme ça dans la matière du film, là, alors que dans un monument, c'est dans le marbre ou la pierre, mais il y a vraiment une démarche similaire. Et du coup, ça crée une distance avec ce qu'on regarde, c'est-à-dire l'action du film n'a pas à prendre en charge, en fait, des informations. Donc on est sans arrêt dans le film en train dans une action presque dramaturgique, effectivement, à retrouver les gestes qui ont été faits, à essayer de comprendre comment l'appareil photo a circulé, comment l'appareil photo après a été planqué, comment la pellicule est sortie, comment ils ont été plusieurs parfois à se cacher pour repérer tel angle ou faire telle image, sans avoir besoin de donner des informations, en fait, puisque les informations sont prises en charge d'une certaine façon par le film. Et cette double énonciation, d'une certaine façon, rendait plus presque fictionnel le reste, même si c'est surtout pas une fiction, évidemment, mais on était dans un travail dramaturgique dans chaque endroit, avec chaque groupe d'images que j'ai retrouvé. Voilà, et c'est ça qui donne, je pense, la tension du film, en fait. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui a besoin de contempler, je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour regarder, qui a besoin de temps pour aussi appréhender un espace, et je le restitue dans mon cinéma, bien sûr. Mais en fait, la musique, alors c'était pas un dogme pour moi. On a essayé des choses au montage avec ma monteuse, Catherine Zintz. On a essayé Messiaen, on a essayé le catalogue des oiseaux de Messiaen, par exemple. On a essayé évidemment le Quatuor pour la fin du monde. J'ai essayé du Coltrane, j'ai essayé du punk, j'ai essayé du Beethoven, j'ai essayé
des compositeurs encore plus contemporains, et rien ne fonctionnait vraiment. Alors, je pense que quand je travaille au tournage, en fait, à mes techniciens, j'avais fait écouter un morceau de Jean-Sébastien Bach, qui est la Chaconne, qui est donc dans les partitas pour violon seul. Et c'est une pièce à basse continue, donc c'est 4 notes, comme ça, qui se répètent, et sur lesquelles on fait des variations. En fait, sur lesquelles le violon, il y a 70 variations, c'est assez extraordinaire, c'est un des plus beaux morceaux qui ait jamais été composé pour moi. Et je leur avais fait écouter ça parce que j'avais dit le film c'est ça, c'est-à-dire on fait une variation autour des mêmes thèmes en fait. Le lieu, le regard, etc. Enfin voilà. Et à chaque fois, à Dachau, à Buchenwald, à Mittelbau-Dora, à Ravensbrück, à Birkenau, on reprend un peu une enquête similaire, mais à chaque fois il y a une variation qui se constitue. Et cette musicalité, je pense que tout le monde l'avait. Tout le monde l'avait pendant le film. Et le rythme des plans, le rythme de notre déambulation dans les endroits, le rythme après qu'on trouve au montage, qu'on parcourt les images, est guidé par ce tempo. Donc c'était une interprétation d'Hilarian que je leur avais... alors les spécialistes ne pensent pas forcément de Bach que c'est la meilleure interprétation, mais moi c'est une interprétation que j'aime beaucoup. En tout cas, cette rythmique, on l'avait en fait. Et du coup, quand on faisait un plan, quand on faisait un travelling, quand on faisait des mouvements à la grue, quand on faisait des zooms, quand on faisait même un plan fixe, en organisant le déplacement des gens ou en regardant des gens déambuler après au montage, on a pris quelque chose qui avait des rythmes similaires. Et cette rythmique, je pense, effectivement, est très musicale. En fait, ça contient une musicalité du film qui est presque interne au film. Et du coup, c'est vrai que mettre de la musique en plus, d'une certaine façon, surajouter ou venait contredire cette rythmique. Voilà. Donc il y avait ça. Après, ce qu'on montre, c'est quand même assez dur, c'est assez terrible. Et la musique, soit elle est là pour surligner quelque chose qui est déjà raconté, je ne vois pas très bien l'intérêt, soit elle est là pour ramener une émotion, qui de toute façon est déjà là, donc on risquait aussi de tomber dans une sorte de pathos si on mettait une musique qui venait d'une certaine façon, qui essayait de faire mousser l'émotion d'une certaine façon. Alors que ça là-dessus aussi j'étais très clair avec tout le monde, je veux pas de sensiblerie. Il n'y a pas de sensiblerie dans le film, hein, ce qu'on raconte est suffisamment terrible, qu'on est à la porte d'une chambre à gaz, il n'y a pas besoin d'un violon derrière pour être ému à mon avis. Alors, ça dépend des photos. D'abord, moi, dans mon film, ça ne concerne pas que la Shoah. Ça concerne la déportation politique et la Shoah. Il y a deux... et Shoah et déportation politique, c'est-à-dire, disons, camps de concentration et camps d'extermination, sont pour moi deux réalités qui sont parallèles, mais qui ont lieu en même temps et qui se croisent à certains moments. Elles se croisent à Auschwitz, par exemple. Auschwitz est à la fois un camp de concentration et a des zones d'extermination. Et à Auschwitz, il y a des Tziganes, il y a des Polonais qui sont déportés en tant que Polonais, il y a des communistes qui sont déportés en tant que communistes, et il y a des Juifs qui sont déportés en tant que Juifs, et pour la plupart qui sont emmenés quasi instantanément dans les chambres à gaz. Mais certains sont sélectionnés et certains ont des rapports avec les autres. Et une des raisons d'existence des photos, donc les plus connues, qui sont celles qui sont faites à Birkenau, qui sont 4 photographies faites par un juif grec qui s'appelle Alberto Herrera, aidé à plusieurs de ses camarades qui étaient membres des Sonderkommando, c'est-à-dire les commandos spéciaux, Sonder, c'est-à-dire spécial, commando spécial, c'est-à-dire les gens qui étaient chargés des chambres à gaz, donc de charrier les corps, de trier les vêtements, de faire tout ça, qui étaient tous des juifs, qui étaient sélectionnés sur les convois pour travailler là. Et donc ces photos ont pu exister parce qu'il y avait à côté une résistance communiste polonaise et que la pellicule, l'appareil photo sans doute est rentré par là, mais en tout cas on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la pellicule, une fois faite dans la zone d'extermination des crématoriums 4 et 5 de Birkenau, qui est une zone fermée à l'extérieur du camp, la pellicule est passée dans les mains d'Auschwitz I, qui est à plusieurs kilomètres de là, dans les responsables de la résistance polonaise. Voilà. Donc il y a eu une alliance de fait. Sans cette alliance, sans doute qu'il n'y aurait jamais eu de photo
qui concernent la Shoah, puisque c'est les seules photos qui concernent la Shoah, puisqu'on voit des femmes nues, certaines sont encore en train de se déshabiller, marcher vers une chambre à gaz, et on voit après des membres du Sonderkommando, justement, charrier des corps vers un bûcher qui est composé à ciel ouvert, enfin constitué à ciel ouvert. À ce moment-là, on voit les deux endroits, disons, devant et derrière, là, le crématorium numéro 5 qui avait des chambres à gaz à l'intérieur. Et donc on est sans doute avant un gazage et après un gazage dans ces images. Donc ces images sont très connues. Ces images sont très connues, elles sont connues dès 1945, elles font partie elles servent de pièces aux procès qui ont lieu. Elles ont été très commentées en France, elles ont donné lieu à une polémique assez importante entre Claude Lanzmann et Georges Duberman à l'occasion d'une exposition qu'il y a eu en 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier, mais qui s'appelle Mémoire des camps. Voilà, donc ces photos sont connues. Après, il y a un ensemble fait à Burenwald par un jeune Français qui venait de Châtellerault, qui était un jeune apprenti photographe. Il a fait 11 photographies. Alors celles-là sont moyennement connues, disons. Elles sont en tout cas beaucoup moins célèbres que celles des Sonderkommando. Il y a les photos des femmes de Ravensbrück qui sont des femmes qui étaient des lapins, entre guillemets, donc qui étaient des cobayes des expériences médicales faites par un médecin SS à Ravensbrück, qui ont photographié leurs blessures, parce qu'elles pensaient qu'elles allaient être exécutées. D'ailleurs, c'était prévu qu'elles soient exécutées. Quelques mois après ces abominations qu'elles avaient subies, et elles ont pris sur elles, il y a 5 photographies voilà. Et donc ces photos en France ne sont pas connues, assez étrangement, alors même qu'elles sont passées par la France. C'est Germaine Tillon et Anis Postel-Vinet qui les ont ramenées en France, qui avaient rencontré ces femmes qui étaient pour l'essentiel des Polonaises, pas que, mais pour l'essentiel des Polonaises. Et alors qu'elles sont assez connues aux États-Unis, par exemple, ces images de Ravensbrück. Les images de Mittelbodora qu'on voit dans mon film sont très peu connues, vraiment. Un petit peu, ils les connaissent au mémorial, mais enfin, de Mittelbodora. Et les images de Darao, il y a 2 séries. Il y a une série faite par un Tchèque qui s'appelle Rudolf Cizar, dont on connaissait une partie des photos, mais j'en ai trouvé d'autres. Donc dans le film, on voit, et dans mon livre, on voit pour la première fois les 2/3 des photographies qu'a fait Cizar. Je les ai trouvées dans les archives nationales à Prague, en fait. Voilà, mais personne ne les avait regardés. Ils en connaissaient une dizaine au mémorial de Darao, mais ils ne connaissaient pas l'ensemble, alors qu'il y en a une 50aine en tout. On n'est pas à l'abri de découvertes. On a découvert, il y a une quinzaine d'années, on fouille sous une baraque d'un des camps de Birkenau, ce qu'on appelle maintenant l'album d'Auschwitz, qui est un album extraordinaire, où ce sont des dessins qui décrivent le processus d'extermination, en fait, de la sélection jusqu'aux chambres à gaz, par quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que c'est signé d'une initiale, mais on n'a pas retrouvé qui c'était. Donc ça, c'est il y a 15 ans seulement. Donc, voilà. Donc on n'est pas à l'abri de tel type de découverte. On n'est pas à l'abri non plus de quelqu'un en fouillant son grenier qui retrouve des photos de son grand-père ou grand-oncle qui aurait ramené quelque chose. Donc moi, je ne peux pas dire que ce que j'ai fait... Dans le livre, on voit toutes les images que j'ai retrouvées. Dans le film, presque toutes. On ne peut pas totalement tout montrer dans le film. Enfin, on en voit bien 80%, disons. Donc on ne peut pas être exhaustif, mais en tout cas, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets. Les gens savent que je travaille dessus, donc les historiens, tout ça, les directeurs de mémoriaux, tout ça. Donc il n'est pas impensable de se dire qu'en l'état, on a un panorama quasi complet de ce qui a pu être apporté. Après, la photographie, c'est pas un dessin, c'est-à-dire une pellicule qui serait enfouie quelque part. Même si on l'a retrouvée, je ne suis pas sûr qu'on puisse si on l'a développée, qu'il en reste quelque chose de vraiment important. En tout cas, je ne suis pas tombé, personne ne m'a rapporté de témoignages oraux qui auraient consisté à dire un tel a fait des photos clandestines. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les camps, par exemple un camp comme Burenwald, quand Georges Angéli fait ses photos, il a peur des SS évidemment, mais il a peur aussi de ses autres camarades, parce que les gens sont prêts à tout
pour un bout de pain, pour un pot de confiture, pour éviter un transport, voilà. Et donc dénoncer un camarade, c'est un camarade, dénoncer un autre déporté, parce que là du coup c'est plus un camarade, dénoncer un autre déporté peut avoir des trucs. Donc je l'avais rencontré, Georges Angéli, dans les années 2000, il vivait à Châtellerault, j'étais allé le voir plusieurs fois. Et lui, il avait plus peur de ça que des SS. Parce que les SS ne rentraient pas dans le camp le dimanche, en fait. Ils étaient dehors. Voilà. Donc, ces opérations sont ultra secrètes, mais vraiment ultra secrètes. À l'intérieur du Sonderkommando, où à l'époque, il y a encore plusieurs centaines de membres du Sonderkommando. Ils étaient 900 en juin, encore. Sans doute les photos ont été faites début août, donc ils sont à peu près dans cet ordre d'idées. Ils sont que 5 ou 6 à avoir participé à l'opération secrète, en fait. Et avant de dire à quelqu'un, ce soir ou demain, on s'organise pour ramener l'appareil photo et tout, il faut être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui va dénoncer, là aussi, pour avoir un avantage, disons, porté par les SS. Donc, comme ces opérations sont ultra secrètes, ça diminue, disons, la possibilité d'avoir des témoignages qui disent « Ah bah tiens, un tel a fait des photos » ou une telle a fait des photos, en fait. C'est pour ça que on ne saura jamais si on a plus, sans doute. Peut-être, encore une fois, qu'on va découvrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a montré une photographie de quelqu'un dans un camp de l'Est qui s'est pris en photo dans le service d'identification. Donc comme un portrait, en fait. Il avait besoin d'un portrait pour faire des faux papiers. Et il a réussi, je ne sais pas comment, et sans doute qu'il travaillait au service photographique. Il a réussi à faire une photo de lui, en fait. Mais sur la photo de lui, on ne voit pas le camp, évidemment, on voit lui, c'est un portrait. C'est un autoportrait, du coup, de lui pour faire une fausse papier d'identité. Mais par exemple, celle-ci, si je l'avais su au moment du livre et du film, je l'aurais intégrée, bien sûr. Mais voilà, je l'ai pas. Donc il y a au moins celle-là en plus. Bon, après, j'ai pas enquêté dessus, hein, ça se trouve. Voilà. Parce qu'il y a aussi eu des photos faites par les SS. Les SS faisaient beaucoup de photos. Il y avait des appareils amateurs qui circulaient, les services photographiques étaient chargés aussi de développer et de tirer les photos faites par les SS, parce qu'un camp de concentration, c'est des prisonniers, mais c'est beaucoup de SS autour, c'est des usines, c'est des casernes, c'est des choses comme ça. Et donc il y a des photos clandestines, entre guillemets, faites par des SS, il y a des photos interdites, en tout cas, faites par des SS. Par exemple, il y a des photos de pendaison dans la forêt à côté de Buchenwald qui sont faites par un soldat de la Wehrmacht ou un SS, qui étaient interdites. C'était interdit aussi pour eux de faire ce type de photos. Donc ça, il y en a. Et entre les déportés et les SS, il y a presque un continuum entre les capots, les prominterns, les gens qui avaient des privilèges et tout ça. Et par exemple, à Dachau, il y a un type qui s'appelle de mémoire Karel Kazak, qui a fait des images aussi entre guillemets clandestines, mais je ne l'ai pas intégré parce qu'il avait un statut de prominterne, c'est-à-dire il avait une chambre à lui, il n'était pas en costume rayé, il pouvait circuler comme il voulait dans le camp, il pouvait même sortir du camp, y revenir. Et effectivement, il a fait 2 ou 3 photos de convois de déportés, convois, qu'il n'avait pas le droit de faire, mais j'ai décidé... Alors, il y a un petit chapitre dans le livre où j'en parle, je dis pourquoi je ne prends pas en considération ces images, donc c'est de toute façon il y est, mais j'ai décidé que j'ai mis la barrière à cet endroit, disons voilà, c'est pas tout à fait des photos de quelqu'un qui partage le sort des gens qui photographient. Et puis il y a une autre occurrence encore qui est très connue, alors je me souviens jamais de son nom, mais c'est un photographe qui après fait une carrière en France, qui est un grand photographe reporter, qui fait des photos dans le camp qui est le camp qui était en Autriche, à Mauthausen, parce qu'il faisait partie du service photographique, il était photographe pour le service photographique, et c'est la résistance espagnole d'ailleurs qui s'est organisée pour faire des tirages clandestins des photos d'identification des cadavres que faisaient les SSE, parce qu'au début ils faisaient des photos d'identification des cadavres, après ils ont arrêté. Et en sortant des camps, souvent ils ont détruit toutes ces archives, les SS, et grâce à ce travail de tirage clandestin fait par la résistance espagnole à l'intérieur du service photographique, on a eu donc ces photos d'identification et aussi toutes les photos d'édification du camp de Mauthausen, de construction. Voilà. Et parmi ces gens, donc il y a un photographe qui a fait des photos. Alors, moi j'ai décidé de ne pas les mettre parce qu'il les fait le jour de la libération du camp. C'est-à-dire il est à l'intérieur du camp, les libérateurs arrivent et il fait des photos à ce moment-là.
Mais pour moi, je considère qu'on n'est plus dans le fonctionnement du camp, disons. C'est des photos qui se rapportent plus à celles que font les Alliés, d'une certaine façon, mais c'est bien des photos faites par un déporté et à l'intérieur du camp. Mais disons que pour moi, elles ne sont pas clandestines. C'est-à-dire qu'il ne risque plus rien à ce moment-là quand il fait les photographies. Moi, j'ai fait un film sur les images aussi. Qu'est-ce qu'une image ? Qu'est-ce qu'on regarde dans une image, qu'est-ce qu'on ne regarde pas, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on n'y voit pas. Est-ce qu'une image ment? Qu'est-ce qu'elle raconte? Quel moment elle raconte? Quel moment elle ne raconte pas? De quoi elle est la trace, etc. Donc pour moi, c'est peut-être avant tout un travail sur les images. Et à une époque où on est inondé d'images, à une époque où on change de statut d'image, le numérique change radicalement pour moi le rapport aux images qu'on avait avec l'analogique, c'est-à-dire le procédé chimique. La pellicule, pour moi, est une trace physique, c'est-à-dire c'est vraiment le sujet qui envoie des rayons et qui transforme la matière. Donc c'est vraiment une trace, c'est une empreinte. La photographie sur pellicule est une empreinte, comme le cinéma sur une pellicule. Le numérique, c'est un calcul. Et un calcul, il n'y a plus d'empreinte. Il n'y a plus de trace physique qui lie le sujet à l'image. C'est autre chose. Donc on est dans une autre ère, on est en train de changer d'ère des images, et c'est pas inintéressant de comprendre quelle était l'ère, accent grave RE, hein, des images qu'on est en train de quitter d'une certaine façon, et le risque qu'il fallait. Hein, pour prendre une image. Je pense rappeler aux gens actuellement ce que c'est qu'une image argentique et quel risquer sa vie pour faire une image, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Et encore, voilà. Et la deuxième chose, je redis, parce que moi, la question sur ces images, c'est comment regarder ces images sans imagination. C'est-à-dire comment ne pas y projeter ce qu'on veut y voir, comment ne pas aussi ne pas regarder ce qu'elles montrent. Hein, on a les deux, face aux images de la Shoah, on a les deux. C'est-à-dire soit on dit elles doivent montrer ça absolument, et souvent elles peinent à le faire, les images. Et surtout, on dit oh, je ne veux pas regarder ce qu'elle montre, je veux pas regarder ce qu'elle montre, j'ai peur, et donc on ne les regarde pas de deux façons, d'une certaine façon. Donc mon travail, c'est aussi de les regarder, juste, de les regarder sans imagination, c'est-à-dire sans les charger à l'avance de quelque chose. Et c'est très difficile. C'est très difficile de faire ce travail. Et ce travail passe donc par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les prendre comme un objet, les prendre comme un acte, en fait. Et à ce moment-là, on peut restituer quelque chose de leur vérité. En tout cas, de leur vérité d'effectuation, en tout cas, des conditions de leur effectuation qui permet vraiment de les regarder. Donc l'intérêt pour moi de ce film, il est aussi là, il est sur cette question-là. Après, évidemment, sur ce film, à une époque où on entend les sons de l'extrême droite revenir à un niveau mais absolument inouï, et jamais j'aurais pu imaginer à 30 ans que vivre ça, ce que je vis maintenant sur la remontée du fascisme en fait, et des thèses fascistes et d'extrême droite partout, donc avec son corollaire d'antisémitisme et de négationnisme ou de révisionnisme. Je pense que quand on voit le film, on ne se pose pas la question en fait, de ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu. Une image n'est pas une preuve, mais elle atteste. Et ça, c'est très important pour moi de cette différence, en fait. Et donc, c'est ce que je travaille, c'est sur le pouvoir d'attestation des images, en fait. Donc, elle vient attester un savoir qu'on a déjà, mais elle l'atteste. C'est-à-dire, elle ne donne pas un savoir. Pour moi, une image n'est pas là pour procurer un savoir, mais elle vient attester, elle vient renchérir, d'une certaine façon, d'une autre façon, sur un savoir qui lui précède, et c'est ce que j'appelle la connaissance sensible. On a une connaissance faite par le travail des historiens, faite par les procès, faite par les témoignages, une connaissance intellectuelle. L'image vient nous apporter une connaissance sensible, en fait. Et les deux sont importantes. Mais de l'image, on ne tire très peu de connaissances, en fait. Je ne pense pas que l'image soit un objet de connaissance. Mais voilà un peu, à mon avis, ce que ça peut apporter. Et je pense que voir le film on ne peut même pas douter, en fait. Je pense qu'on voit ces images faites à Birkenau, quand je les resitue dans l'espace où elles ont été prises, on ne peut pas douter, je pense que c'est impossible.